Bonjour, nous sommes le 19 février 2022, samedi 19 février 2022. Après une journée euh, de tempête que nous avons connue la journée d'hier, notamment avec une augmentation des vents violents en après-midi, pour se terminer en soirée, je veux dire, avec voilà, de fortes rafales de vent du grésil. Du grésil encore une fois. Et donc on a des sols fort humides nous avons connu quand même pas mal de pluie en conséquence. Donc on a des sols humides, nous avons eu du grésil et nous avons eu une tempête avec de vent très violent. Donc on dit toujours, suivant l'adage, le calme après la tempête, ben, la tempête est passée et on se retrouve avec une météo plus calme. Plus calme avec bon, des petits nuages. Des petits nuages bon, qui peuvent à tout moment devenir un peu plus agressifs et faire entrevoir des tombées de pluie. Alors ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner ce qu'on appelle la congruence modulaire, qui fait partie d'une mathématique à part. Hein. C'est une mathématique à part qu'on appelle la mathématique modulaire. Bon, c'est là-bas qu'on étudie tout ça. Alors, sachez qu'une chose, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi je parle de la congruence modulaire? Parce que la congruence modulaire, on la retrouve dans pas mal de domaines. Notamment, elle est fort employée en trigonométrie. Elle est fort employée en trigonométrie. Et bien sûr, dans voilà, les nombres, dans les nombres, l'étude des nombres. Par exemple, si je prends une base, la base 10, ben, on peut retrouver des caractéristiques, des propriétés dues à au caractère de divisibilité. Alors, les caractères de divisibilité dans les nombres vont faire appel à la congruence modulaire pour pouvoir démontrer certaines propriétés voilà, de critères de divisibilité par un nombre bien précis. Par exemple, critère de divisibilité par 2, par 3, critère de divisibilité par 5, critère de divisibilité euh, par 11, par 9, par 11, par 25, par 100, etc. Eh bien, ça va être utilisé enfin, ça va employer ce qu'on appelle un outil qui est la congruence modulaire. Donc, déjà, on peut retrouver ça dans les critères de divisibilité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une congruence? C'est qu'on a une répétition quelque part qui revient à chaque fois. Alors, de quel type? Quel type de répétition? Mais ça dépend. Comment sont présentées les données? Comment sont présentées les données? On peut représenter les données de deux manières, enfin de plusieurs manières. Hein, plusieurs manières. En tout cas, les plus connues sont le rectangle et le cercle. Par exemple, alors, si je prends le, le cercle, bah, l'horloge fait office de congruence. Hein. Quand vous dites il est 21h, c'est qu'il est 9h. Donc l'horloge fait office peut jouer le rôle de congruence. Un calendrier fait office de congruence. On peut se retrouver un lundi, le lundi peut-être le 1, le 8 sera aussi un lundi. Alors tous les 7 jours, voilà. Mais le problème ici, le calendrier, il y a un décalage. Hein. On commence pas. On peut avoir, par exemple, il y a un décalage dans le tableau. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Voilà, il y a un décalage. Bon, on n'a pas forcément le 1 ici. 1, 2, 3. Si je me suis trompé, parce que normalement, je dois me retrouver ici, ça va être le 8, 7 jours après. Alors si le 1 c'est un lundi, le 2 c'est un mardi, le 3 c'est un mercredi. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on peut faire un algorithme sur, pour connaître le jour d'un calendrier, quelle que soit l'année et quelle que soit la date. On peut trouver le jour d'une date bien précise, connaissant l'année, le mois et le jour chiffré. On peut connaître quel jour est-ce, si c'est lundi, mardi, mercredi ou jeudi. Voilà. Alors si je fais 1 plus 3, 1 plus 7, ça fait 8. 2 plus 7, ça fait 9. 3 plus 7, ça fait 10. Bon, vous aurez compris que là, on a 4, 5, 6, 7. Voilà, donc il y a un décalage. Bon, mais ça, je n'aime pas quand il y a un décalage. Hein. On peut parler de voilà, la congruence, mais je n'aime pas ça. Je préfère avoir un tableau complet. Alors, où trouve-t-on de la congruence? Mais en trigonométrie, avec le cercle trigonométrique. Alors, vous savez qu'un angle, alpha, alpha plus 2 capi, représente le même angle que bêta. Par exemple, si vous avez alpha qui est ici, si vous faites fois, si k vaut, bien sûr k appartient à z. Hein. Ouais, ici je vais parler de la congruence modulaire sur z dans les entiers. Voilà, c'est dans les entiers que je parle. Voilà, donc ici on a une certaine forme de congruence. Si k vaut 0, ben, alpha égale bêta. Si k égale 1, on a alpha égale 360 degrés plus loin, ben, alpha vaudra bêta. Voilà. Alors, on sera au même endroit. Alors, quand je dis au même endroit, ici, c'est le même jour. Ben, le 1, 8, c'est le même jour. Le 2, 9, c'est le mardi. Le 3, 10, c'est le mercredi. Voilà. Et je peux continuer. Hein. Là, je peux dire que 10, on aura 11 au calendrier, 12, 13, 14, 7, voilà. Le 15, 8, 1 sont congrus, on va dire. Il y a une congruence entre 15, 8, 1. C'est le même jour. Alors, 9 plus 7, ça fait 16. 16, 2, 9, 16, ils sont congrus. C'est le même jour, mardi. Donc, ça reflète une même position. On est à une même position. L'horloge, c'est pareil. Hein. Si vous dites 21h ou 9h, 3, 6, 9. Voilà. 9h ou 21h, il y a une congruence là. Eh bien, ici, si je prends un angle entre, je sais pas moi, je prends alors on va prendre l'angle ici, 45. Si je fais K égale 4, alors 4 fois 360, 1440. Eh bien, 1440 est congru à 45. Voilà, parce que c'est la même position. Donc, la congruence modulaire des entiers dénote, si vous voulez, d'une position qui est la même. C'est une même position. Donc, quelque part, si c'est la même position, ça reflète de ce qu'on appelle une équivalence. Ça provient d'une... Parce que... Pourquoi on est en même position? Parce que on a une équivalence. Alors, quand je dis une équivalence, c'est vraiment une équivalence mathématique. Hein. Ça va être des choses qui sont équivalentes. Parler de 45 ou de 1445 ou encore de... je vais prendre k égale moins 2. 1445 divisé par 360. Il va 4 fois. 4 fois 360, ça fait 1440.
moins 1445. Voilà, on a bien... Enfin, bon, pour faire le calcul, alors, pour faire le calcul ici, pour voir si ça bien 45, j'utilise justement faire un petit calcul. 1445, comment on démontre que c'est voilà, congruent à 45 modulo 360. Eh bien, je vais faire 1445 divisé par 360. Alors, c'est une division entière, c'est une division euclidienne. Alors, 360, 1445 divisé par 360. Voilà, il y va 3 fois. 3 fois 360. 1080. Non, ça c'est pas bon. Je me suis trompé. 1445 divisé par 360. Il y va 4 fois. Alors 4 fois 360. 1440. Je soustrais et il reste 45. Donc vous voyez que là, enfin ici je me suis trompé, c'est plutôt 45 qui est congru à 1445. Donc en d'autres termes, c'est 4 fois 360 plus 45. Donc vous voyez que comme le reste c'est 45, bon, on est en même position. 1445 degrés, tu as la même position que 45. Et je peux faire ça avec K, quel que soit K appartenant à Z. Bien sûr, suivant la formule, alpha plus 2K 360 degrés égale bêta. Donc ici, mon bêta, c'est celui-là. Et le alpha est ici. Et ça, c'est alpha congru alpha est égal à bêta congru modulo 360. Bon, mais ça, c'est une congruence circulaire. On retrouve ça en trigonométrie. On a des congruences circulaires. On retombe toujours au même point pour certains angles. Et là, les angles qui sont au même point, on dirait qu'il y a une infinité d'angles. Hein. On est en géométrie circulaire. Voilà, on est dans le cercle trigonométrique, là on a une infinité d'angles. C'est pas comme en trigonométrie plane, où on a par exemple un triangle. Là on n'a pas des angles négatifs. Hein. Quoique, on n'a pas une orientation des angles négatifs. Ici on parlera d'amplitude d'angles, voilà, qui seront par exemple l'angle A, B, C. Alors on parlera de l'angle A, B, C. Alors, pour être sûr et certain, pour l'avoir positif, vous faites ça. Et là, l'angle alpha ici, il n'y a que des angles positifs ici. Il n'y a pas d'orientation. On ne parle pas d'orientation d'angle. Voilà. Et les angles ici, bon, sont compris entre 0 et 360. Donc ils sont positifs ici les angles. En géométrie plane avec les figures comme ceci, ben, on n'a pas une orientation des angles. L'orientation des angles, c'est en géométrie circulaire. Là, on a une orientation suivant le sens
horlogique ou suivant le sens anti-horlogique. Donc on a une orientation des angles positifs ou négatifs. Donc c'est pour ça que je prends K 2 fois K 360, c'est un entier, ça peut être K égale moins 4, hein. Si vous faites K égale moins 4, vous aurez 2 fois moins 4 fois 360, voilà, vous aurez moins 2880 degrés plus alpha égale bêta. Moins 2880 degrés. Donc, on peut avoir des angles négatifs, il y a une orientation des angles. Et alors, les angles peuvent être infinis ici. Hein. On aura peut-être moins 10 000, moins 50 000, moins 80 000. Voilà, je prends par exemple, je prends un angle négatif et je veux dire combien il fait dans l'orientation des angles négatifs circulaires. Alors, je prends moins 145 625 degrés dans le cercle trigonométrique. Eh bien, je vais diviser par 360. Moins 145 625 divisé par 360. Bon, il y va moins 404 fois. Enfin, il y va 404 fois. 360 va moins 404 fois. Ou moins 360 va... Voilà. Moi, je vais travailler avec 360 et pas moins 360. Donc là, on aura moins 404 fois. Il faut prendre que des entiers. Hein. Voilà. Alors, si je fais 404 fois 360, moins, bien sûr, là, je dois soustraire moins 145 440. Ce qui vient un plus moins par moins, ça fait plus. Je fais la différence. Alors, moins 145 625 plus 145 440, ça fait moins 185. Voilà. Et là, vous voyez que le reste ici, je peux plus continuer parce que le reste est plus petit que le diviseur. Donc, la division s'arrête. C'est la division euclidienne, c'est la division par les entiers. Ici, je suis dans la division dans Z. Voilà, et donc, on va dire que moins 145 625 est congru, si vous voulez, à l'angle de moins 185. C'est la même chose. Parler de moins 185, c'est la même position que moins 145 625. Mais alors, on a une infinité d'angles. On a une infinité d'angles. Dans le cercle trigonométrique, j'aurais pu prendre moins 1 milliard. Hein. Moins 1 milliard et trouver où se trouve moins 1 milliard dans le cercle. Je fais une division par 360 et bien sûr, je regarde le reste. Le tout, c'est de trouver le reste pour savoir où se trouve la position de cet angle de moins 1 milliard. Donc, par la congruence, je peux trouver la position d'un angle quelconque sur un cercle, sachant que le cercle a une infinité d'angles, contrairement à la géométrie plane, qui lui, les angles sont compris entre 0 et 360 et sont toujours positifs. Ici, il n'y a pas d'angle orienté. Les angles sont toujours positifs. C'est l'amplitude d'un angle qui est toujours positif, d'où la valeur absolue. Donc ça signifie l'amplitude. L'amplitude. Donc, supposons que vous voulez vous amuser à dire oui, mais ici, je vais dans ce sens-là, je vais mettre, supposons qu'il y ait moins 30. Oui, mais l'angle de moins 30 sera défini comme l'amplitude. L'amplitude, c'est l'amplitude maximale. Donc, l'écart maximal, bon, c'est une valeur absolue. Hein. Donc, ce sera l'amplitude de A. Ouais, ici, je me suis trompé, c'est BAC, et pas ABC. Ouais, il fallait que je fasse cette erreur-là, mais enfin, bref, c'était l'angle BAC. Hein. Alpha, c'est BAC. Alors, BAC. Alors, BAC, c'est l'angle ici. Voilà, l'angle ici, c'est BAC. Alors, cet angle BAC, il vaut ABC. CAB, je m'excuse, CAB.
Parce que ici, on considère que des angles positifs. Donc parler de CAB ou ABC, BAC, c'est le même. C'est toujours alpha. C, alors CAB, c'est l'angle qui va de C, voilà, c'est cet angle-là. Ça, c'est CAB. Voilà, mais comme on parle d'amplitude, c'est-à-dire d'angle positif, CAB vaudra BAC, qui est là. Donc, on n'a pas d'angle négatif, c'est ça que je veux dire. Ici, on a toujours des angles positifs. Contrairement au cercle, on peut avoir des angles aussi bien positifs que négatifs. Voilà. Et la congruence modulaire, on s'anime pour le cercle trigonométrique. Bon, maintenant, je vous ai dit que la congruence modulaire pouvait fonctionner pour... Alors, le calendrier, je n'aime pas parce qu'il y a un décalage. Je n'aime pas de parler de ça. Il y a un décalage. Voilà, ici, ici, il y a un décalage. Il y a un petit décalage. Donc, je ne vais pas vous parler de ce tableau-là. Alors, je vous ai parlé de congruence ici circulaire, qui fait référence à un cercle où on retrouve toujours la même position dans ce cercle. Voilà, on peut trouver un point qui est à une position toujours identique, mais avec des valeurs différentes. Eh bien, on peut faire ça avec des rectangles. Bon, alors je ne vais pas prendre je vais pas prendre ici le calendrier. Hein. Vous avez compris que je ne vais pas prendre le calendrier. Alors, pour ça, je vais ouvrir, je vais créer un tableau rectangulaire cette fois-ci, et non plus parler du cercle. Je vais montrer comment ça va un petit peu la congruence circulaire. Je vais créer un tableau qui va faire office de congruence, cette fois-ci rectangulaire. Voilà. Bon, alors ici, je vais créer une congruence un peu spéciale. Hein. Alors, tout dépend comment je vais créer mon tableau. Alors, je vous ai dit que le calendrier, il a des cases vides. Par exemple, ici, bon, je vous ai dit que voilà, qu'un calendrier, ce serait je vais créer un petit calendrier. Mais bien sûr, je prends une autre congruence rectangulaire, hein, autre que le calendrier, parce que je dis le calendrier, il y a un petit couac, c'est que ça commence pas toujours, c'est pas vraiment 100% rectangulaire, c'est ça que je vous dis. Bon, donc ici, par exemple, j'ai le, le lundi, mardi, mercredi. Alors là, supposons que j'ai le 1 un lundi, le 2, le 3. Alors ici, je dois avoir un 8, hein, parce que c'est une congruence modulo 7. Alors, 7 égale 8 plus 7. Voilà, bien sûr, je ne peux pas dépasser, si en fonction du mois, je ne peux pas dépasser 30, 31, voire 28, 29 si on est en février. Alors il y a les années bissextiles, on sait calculer tout ça. Hein. Quand est-ce quand est-ce que existent les années bissextiles. Alors on sait faire un algorithme bon, pour trouver les jours. Et bon, ici c'est la même chose, c'est pareil. C'est 7. Voilà, ici je m'arrêterai là. Donc là j'aurai le 4. Non, je m'excuse. Toujours plus 7. Là, je dois m'arrêter ici parce que je ne peux pas aller jusqu'au
31, 31 je peux pas. Oui, par contre il y a un petit problème. 17, ça je peux. 24, on peut. Mais après 24 plus 7, ça fait 31. Bon, c'est un mois à 31. Alors on va mettre un mois à 31. Il y a des mois à 30, vous voyez, tout n'est pas toujours rempli. Si vous avez des mois à 30, 31, c'est pas rempli déjà ici. Et là, vous pourrez, si vous avez compris, ce sera, on aura 7, 6, 5 et 4. Voilà. Bon. Je vais créer la congruence ici. Voilà, donc là maintenant je peux mettre le mardi. Là on aura le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, vous voyez que le 4 dénote d'un jeudi, c'est les mêmes positions. Hein. 4, 11, 18, 25, c'est tous des jeudis. Ce sera toujours la même position, ce sera un jeudi. Enfin, du moins pour ce mois-là. Hein. Bien sûr, c'est un mois donné, c'est pas n'importe quel mois. C'est un mois, bon, j'ai inventé, c'est un mois à 31 jours, voilà. Alors, donc, si je dis par exemple le 13, ce sera samedi. Mais pour trouver que le samedi suivant, enfin le samedi, pour savoir si on a un samedi, ben, il faut trouver qu'est-ce qui est congruent modulo 7 avec le même reste. Alors ici, par exemple, si je fais le reste de la division par 7, il va rester 27 divisé par 7, 25 divisé par 7. Bon, il existe probablement une fonction. Mode. Voilà. À mon avis, c'est celui-là. Voilà, le dividende, c'est 25. Et le diviseur, c'est 7. Le dividende, c'est 25. Point virgule. Diviseur, c'est 7. Voilà, 4. Il reste 4. Donc dans cette colonne-là, tous les restes vaut 4. Voilà, le reste, dans la colonne suivante, tous les restes valent 5, puis 6, puis on recommence 0, puis on recommence 1, 2. Vous voyez, les restes, c'est soit de la division par 7, c'est soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bon,
Mais ça concerne un calendrier. Maintenant, je vais le faire pour voilà, un modulo, euh, un tableau quelconque, modulo 5. Alors, si vous avez compris ça, pour un tableau modulo 5, je vais créer 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Et puis, je dois changer. Voilà, ça c'est un tableau modulo 5. Alors, si je veux un tableau modulo 6, je vais jusque là. Si je veux un tableau modulo 7, je fais comme le calendrier. Mais le problème, le calendrier, il n'est pas complet. Si je veux un tableau modulo 8, je vais jusque là. Si je veux un tableau modulo 9, je vais jusque là. Et ainsi de suite. Bon, alors moi, je travaille avec un tableau modulo 5. C'est-à-dire que je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Je vais continuer ici. 7, 8, 9, 10. Voilà. Et puis, je recommence ici. Je suis obligé. Parce que c'est un tableau modulo 5. Bon, si c'était modulo 6, je devrais continuer encore une colonne en plus. Voilà. Et donc, tous les restes vont dépendre. Les restes, ils vont être de 0 à 4, bien sûr. Tout comme la division par 7 va donner des restes de 0 à 6. Et la division par 8, des restes de 0 à 7. Voilà. C'est toujours comme ça. Bon, donc 12, 13, 14, 15. Alors ici, je vais faire un tableau. Bon, je peux le limiter. Hein, je peux aller à l'infini comme je peux le limiter. Tout comme le cercle trigonométrique est infini, ici, je peux le limiter. Je vais mettre 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Je peux m'arrêter ici ou je peux continuer. Bon, je décide de m'arrêter. Supposons que le tableau soit là. Bon, je peux continuer. Hein. Bon, le tableau il peut s'arrêter. C'est un tableau rectangulaire qui peut être infini. Voilà. C'est un tableau rectangulaire qui peut être infini. Alors maintenant, les restes. Je vais rechercher mode, 2, bien sûr, j'en prends un au hasard. Hein. De toute façon, ils ont toujours les mêmes restes. Et c'est comme ça qu'on sait qu'ils sont congrus. Voilà, ici, 5. Voilà. Toutes ces colonnes-là vont donner le même reste. 21 divisé par 5, ça va donner 1. 16 divisé par 5, ça donne 1. Voilà. Et c'est comme ça qu'on sait qu'ils sont congrus. C'est au travers de leur reste. Alors ici, je vais faire la même chose. Vous allez comprendre qu'on va trouver 2. 2, 3, 4. Et bien sûr, l'autre, vous aurez compris qu'il est divisible. Hein. 5, 10, 15, 20, 25 sont divisés par 5. Donc le reste, je n'ai pas besoin de faire de modulo, ça fait 0. Donc vous aurez les restes de la division par 5, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Et alors quand ça vaut 0, ça veut dire qu'il est divisible. Voilà, il est divisible. Bon, mais là, on peut mettre ça en musique. Bon, pour la congruence, il y a un symbole. On note A avec 3 tirets, c'est conventionnel. Hein. Vous pouvez mettre un égal, il n'y a pas de problème. Je vous montrerai pourquoi on peut mettre un égal. C'est des conventions, ça. A, B est congru modulo 5. Ici, c'est voilà, modulo 5. Voilà, congru modulo 5. Par exemple, je vais prendre 1, 6, 11, 16, 21 donnent le même reste. Ils sont tous congrus ensemble. Donc, 11 est congru 6, 6, 11, 6, 11, 16, etc. Bon, je vais prendre 6 est congru au modulo 5. 6 est congru à 11, modulo 5. 16 est congru à, je sais pas combien, 21. 21 modulo 5.
Bon, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ben, vous avez compris que ça va avec les divisions. Hein. Vous avez compris que 11, c'est quoi? 11 divisé par 5. Ah, ça fait 2 fois 5, 10. Il reste 1. Alors si je fais la même chose, 6 divisé par 5. Une fois 5, 5. Reste 1. Donc, qu'est-ce que ça implique la congruence? Implique le même reste. Le même reste dans la division, bien sûr, entière. Hein. Donc, par une valeur n. N étant 5 ici. Donc, on a 6 est congru à 11 modulo 5. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est congru? 1 est congru à 6, 6 est congru à 11, 11 est congru à 16, et 16 est congru à 21 parce que ça implique le même reste qui vaut 1. Alors, si je prends maintenant 2, ben, 7 est congru 2 2 égale 7 congru modulo 5 parce que ils ont le même reste qui vaut 2. 12 est congru est égal à 17 congru modulo 5 parce qu'ils ont le même reste, ça fait 2. Donc, toute cette ligne-là, ils sont congruents, une égalité de congruence ici. Tout comme cette ligne-là ont une égalité de congruence. Maintenant, je peux créer un autre tableau. Je vais en faire un autre. Bon, je vais mettre 1, 2, je vais aller jusqu'à 8. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, je vais mettre 9. Je suis obligé de, comme je vais créer un modulo 8, je suis obligé de, voilà, de repartir sur une nouvelle ligne. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, je peux repartir ici sur 17, 18. Alors, je peux aller jusque l'infini. Hein. Voilà, mais bon, aussi, je vais limiter mon tableau, bien sûr. Enfin, je peux aller vers l'infini, parce qu'on va vers l'infini, on va jamais jusque l'infini, ça n'existe pas d'aller jusque l'infini. Alors, je pourrais en mettre un autre, hein, 25, voilà, 26, et je tire. Et alors, là, je peux m'arrêter, ici, je vais m'arrêter. Alors maintenant, je vais regarder quels sont les restes qui sont, tous ceux qui sont congrus. 9 est congru à 1, 17 est congru à 9, et 25 est congru à 9 et à 1. 25 est congru à 17 et à 9, il y a 1. 26 est congru à 18 et à 10 et à 2. 18 est congru à 10, 2, bon, etc. etc. Donc, et pourquoi? Parce qu'on a ici le modulo de 25 par 8. Là, il y a un reste 1. Alors, là, vous aurez un reste qui vaut 2. Là, vous aurez un reste qui vaut 3.
3 ici. Ici, un reste qui vaut 4, 5, 6, 7, et le reste qui vaut 0, et là, il est divisible. Quand le reste vaut 0, ça veut dire qu'il est divisible. Donc, je pourrais dire, si vous avez compris ça, on peut dire quoi? Que on peut conjecturer via une formule A est égal à B congru modulo N si on a B qui est égal à A plus K fois N. Attention que N appartient à Z. Voilà, N appartient à Z, bien sûr, sauf 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Hein. Voilà, on ne peut pas diviser par 0, donc je vais retirer le 0. Et le K appartient à Z. Voilà, K appartient à Z. Alors maintenant, si c'était des angles, si on a le cercle trigonométrique, là on aura alpha, enfin bêta, je m'excuse, bêta égale alpha plus k fois 360, là le n vaut 360, voilà. Ça c'est pour le cercle trigonométrique. Donc on peut relever des congruences sur le cercle trigonométrique. Alors maintenant, si je définis la congruence de cette manière-là, je peux dire autre chose. On peut retirer quelques éléments. Par exemple, alors ce sont des équivalences, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Tout ce qui est congru est équivalent. Hein. C'est que ça veut dire vous remplacez deux valeurs sont congruentes modulo n s'ils sont, on va dire, équivalents. Hein. Voilà, il y a une relation d'équivalence, je vais la voir après. Bon. Mais maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que P-A égale K fois N. C'est-à-dire que, en d'autres termes, B-A égale N fois K. Là, ça veut dire que K appartenant bien sûr à Z, K appartenant à Z, et ça veut dire que B-1 est multiple de K. B-1 est multiple de K. C'est-à-dire si je prends un modulo 8, je prends dans le modulo 8, je prends 27 et 11. Voilà, 27 et 11. 27 et 11. 11 est égal à 27 qui est congru modulo 8. Parce que si je fais 27 moins 11, 27 moins 11, ce qui fait 6, ça fait 16, et 16, il est multiple de 8. C'est 8 fois 8K. Alors que vaut ce 8K, ben, le K vaut 2. Bon, mais dire que B moins A est égal à NK, B moins A est égal à N fois K, mais c'est dire que B moins A est multiple de N, est multiple, donc il se trouve dans les multiples de N. Ah, bon, il se retrouve dans les multiples. Alors, les multiples, il y en a une infinité. Hein. Bon, si je prends la 8,
c'est 8, 16, 24. C'est la table par 8. Il y en a une infinité. Les infinités, les multiples, il y a une infinité de multiples, hein. Voilà. Pas confondre les diviseurs et les multiples. Les diviseurs, on en a un nombre restreint. Par contre, les multiples, on a toujours une infinité de multiples. 0, 24 et ainsi de suite. Vous faites la table par 4 avec une tendance infinie. Bien sûr, cette tendance infinie ben, va suivre la formule 8n, hein. 8k. Avec, bien sûr, k ici appartient au naturel. Bon, mais ici, je peux mettre des entiers, hein. Je vous ai dit que tantôt, je pouvais mettre des entiers, donc je peux mettre moins 8, moins 16. Voilà. Allez, on va mettre des entiers. Donc, moins 8, moins 16, moins 24. Voilà, on va mettre des négatifs aussi. Et là, k appartenant, cette fois-ci, à z. Bon, mais dire que b-a est multiple de n, ça veut dire que n, le n, divise n-k, b-a. Ça veut dire que n, b-a est multiple de k, b-a est multiple de k, ça veut dire aussi b-a divise n. b-a divise n. Et c'est un, voilà, c'est égal à k, qui est un entier z. Et donc ça veut dire qu'il est divisible. b-a est divisible par n. C'est normal, hein. S'il est multiple, c'est que voilà, b-a divise n. Enfin, je dirais plutôt n divise b-a. C'est n divise b-a. C'est le n, ici, qui divise b-a, et pas l'inverse. Je m'excuse. N divise b-a. Alors maintenant que j'ai vu tout ceci, je vais aller sur Internet et on va regarder comment indique-t-on la congruence. Alors ici, je vous ai parlé de la congruence sur les entiers, une relation pouvant unir deux entiers, hein, voilà. Attention qu'ici, c'est une congruence sur les entiers, hein, voilà. Elle fut pour la première fois étudiée en tant que structure par le mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss à la fin du XVIIIe siècle et présentée au public dans ses Disquisitiones Arithmeticae, voilà, en 1801. Elle est aujourd'hui couramment utilisée en théorie des nombres, en algèbre. D'ailleurs, moi je vais utiliser dans la théorie des nombres, hein. Vous allez voir, dans les polynômes, je vais faire intervenir la théorie des nombres via des polynômes et utiliser la congruence. En algèbre générale et en cryptographie, elle représente le fondement d'une branche mathématique appelée arithmétique modulaire. C'est une arithmétique où l'on ne raisonne pas directement sur les nombres, mais sur le reste, respectif par la division euclidienne par un certain entier. Le module, qui sera noté n, tout au long de l'article, on parle aussi de congruence. Voilà, l'histoire. Les outils développés pour l'arithmétique modulaire ainsi que les applications sont traités dans l'article arithmétique modulaire. Une analyse plus exhaustive et moins didactique est proposée dans l'article Anneau Z. Ça, c'est la division. Il faut établir une relation d'équivalence et on définit un anneau quotient. Voilà, un anneau quotient Z sur NZ. Voilà, l'anneau quotient. C'est un anneau quotient. Z sur NZ. Alors, idée intuitive, là, bon, c'est parti de l'horloge, hein. Je vous laisse lire, vous savez lire comme moi. 9 et 21, c'est le même. Voilà. C'est un petit peu ça qu'ils expliquent. Mais bien sûr, les heures ne vont pas au-delà de 21. Alors, on va jusque 21h, puis 23h, de 0 jusque 24 heures. On va jusque 24 heures. Mais voilà, on n'aura pas 36 heures, 37 heures, ça, bon, on n'aura pas ça. On peut aller jusque 24 heures, pas plus. Donc, ici, on a un cercle limité. C'est un cercle limité, l'horloge, c'est un cercle limité. Mais en tout cas, on indique que 0, 3, 6, 9, voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, et puis on recommence à 0. Voilà. Et donc, on a de 0 à 12 avant antéméridien et post-méridien.
Donc on aura la journée qui est divisée en deux parties, mais chaque fois 2 fois 12 heures. 2 fois 12 heures, ce qui fait 24. Donc on n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. Et il n'y a pas des heures négatives ici. Hein. Il n'y a pas des heures négatives. L'heure est comptée toujours positivement, l'horloge circule toujours dans le même sens. C'est le sens horlogique. Voilà. Il n'y aura pas des heures négatives. Et il n'y aura pas des heures au-delà de 24. Et alors, 24 heures constituent un jour. Et on recommence le lendemain les heures. Donc c'est un éternel recommencement. Et justement, c'est adapté pour les équivalences. Et c'est pour ça qu'on parle de modulo Z sur Zn qui provient des relations d'équivalence. Hein. On établit ce qu'on appelle un ensemble quotient par l'entremise d'une relation d'équivalence. Bien, ici, la congruence modulo n, la première des choses, deux entiers relatifs à a et b sont dits congrus modulo n, si leur différence est divisible par n. Ça, je vous l'ai dit, par n, c'est-à-dire si a est de la forme b plus kn avec k entier, et ça, je vous ai montré. On exclut désormais le cas trivial n égale 0, je vous ai dit. Ça, on ne peut pas diviser par 0. Hein. La congruence modulo 0 est l'égalité. On peut accessoirement remarquer que modulo 1, deux entiers quelconques sont équivalents. Bon, définition, si n est positif, soit un entier naturel non nul, deux entiers a et b sont dits congrus modulo n si le reste de la division euclidienne de a par n est égal à celui de la division de b par n. Voilà, donc, c'est une histoire de reste. Alors maintenant, c'est surtout les notations. On peut exprimer que a et b sont congruents modulo n sous quatre formes. Voilà les quatre formes de congruence. Donc vous pouvez mettre a un triplet de tirets, 3 tirets, b parenthèse n. Vous pouvez mettre a 3 tirets, b crochet n. Vous pouvez mettre a 3 tirets, b entre parenthèses mode de modulo n, a 3 tirets, b mode n, ça c'est la notation de Gauss. Alors, on peut utiliser la notation de Gauss. Ouais, vous avez 4 possibilités. Et alors, la dernière est celle préconisée par la norme ISO CE I 80000-2 de 2009. Quelle que soit la notation choisie, ceci se lit A est congru à B, modulo n. Par exemple, 26, 3-12, entre parenthèses 16, ça se lit car 26 moins 12 égale 14, qui est un multiple de 7. Voilà, ou encore 26 et 12 ont tous deux les 5 comme reste dans la division par 7, définition équivalente ci-dessus. Bon, ça j'ai expliqué tout ça, voilà. Bien que le caractère typographique soit 3 tirets soit plus longtemps disponible, depuis longtemps disponible, il est encore parfois remplacé par le égal. Donc on peut mettre un égal à la place du 3 tirets. Lorsque la congruence est notée entre parenthèses n, cette notation peut parfois engendrer une confusion avec des facteurs sous parenthèses. Les notations crochet n, mode n et mode n avec parenthèse et mode n sans parenthèse permettent d'éviter cette ambiguïté. Bon voilà. Alors mais ici, je vous montre ici la relation de réflexivité. Si vous faites la congruence modulo a, n a les propriétés d'une relation qu'on appelle d'équivalence. Je vous rappelle que pour avoir une relation d'équivalence, il faut qu'elle soit réflexive, symétrique et transitive. Et rester, c'est le fameux et rester. Et réflexive, elle l'est parce que pour tout entier A, vous voyez qu'il vous montre A est congruent à A modulo n. La symétrie pour tout entier A et B, A est congruent à B modulo n, tout comme B est congruent à A modulo n. Donc voilà, on peut intervertir hein, ici. Voilà. Ici, quand je dis 11, 27 modulo 8, je peux écrire 27, 11 modulo 8. Voilà. C'est congruent dans un sens, c'est congruent dans l'autre sens. Hein. Donc, dans mon tableau ici, ce que je peux dire, c'est que 11 est congruent à 19, mais 19 est congruent à 11. 27 est congruent à 11, mais 11 est congruent à 27. Donc, l'ordre n'a pas d'importance. Vous pouvez écrire de manière symétrique. Alors, dire la propriété, ça c'est la propriété, bien sûr, de symétrie. Alors, la réflexivité, bon, elle est très simple parce que 1 est congruent, ici, si je prends le tableau ici, 1 en modulo 5, 1 est congruent en modulo 1 est congruent à 1 modulo 5, 2 est congruent à lui-même modulo 5, 3 ils sont tous congruents à eux-mêmes. Voilà.
23 est congruent à lui-même modulo 5, 28 est congruent à lui-même modulo 8, et ainsi de suite. Donc la propriété est une propriété de symétrie. Et transitivité, ben, si on a deux éléments qui sont congruents, par exemple si je prends, il y a une transitivité, 28 est congruent à 20, 20 est congruent à 12, ben, 28 sera congruent à 12, puisque 28 est congruent à 20, 20 est congruent à 12, donc 28, il y a un point de ralliement, le 20 fait le ralliement, hein. Voilà, 28 relie au 20, 20 est relié au 12, donc on peut relier le 28 au 12. Donc si 28 est congruent à 20 modulo 8, ben, et 20, je m'excuse, si 28 est congruent à 20 modulo 8 et que 20 est congruent à 12 modulo 8, eh bien je peux dire que 28 est congruent à 12 modulo 8. Donc en d'autres termes, je peux écrire ceci. Alors 28 est congruent à 20 modulo 8. Voilà. Ça c'est la même chose. C'est la même chose que 20 par la propriété de symétrie. Je peux écrire ceci, hein, c'est la même chose. Hein. Que j'écris l'un ou l'autre, on s'en fout. Bon, alors 20 est congruent à 12 modulo 8. Alors de même, je peux écrire 12 est congruent à 20 modulo 8 et je peux dire que par transitivité, ben, 28 est congruent à 12 modulo 8, tout comme je peux écrire 12 est congruent à 28 modulo 8. Bon, voilà. Et là, on a une transitivité. Donc, il y a la propriété de réflexivité, symétrie et transitivité. On a ce qu'on appelle une relation d'équivalence. Et on peut créer voilà, un ensemble quotient. Voilà, il y a quelques propriétés algébriques. Hein, voilà, la somme, voilà, si vous faites deux congruents, A1 plus si vous prenez A1 qui est congruent à B1 modulo n et A2 congruent à B2 modulo n, vous faites la somme de A1 plus A2, mais la propriété dira que B1 plus, on aura B1 plus B2 modulo n. Il sera congruent à B1 plus B2 modulo n. A1 plus A2 sera... bon, je peux prendre un cas de figure ici. Hein. Je vais prendre... bon, je vais prendre 9 et 17. Alors, je vais prendre 1 et 9. Alors, 1 plus 9. 1 plus 9, ça fait 10. Alors, 1 plus 9, ça fait 10. Alors, si je fais 17 plus 25, plus 25, donc le 10 est congruent à 42. Alors, le 10, alors je vais rechercher le 10. Hein. 10, effectivement, parce que ici, je pourrais continuer, regardez bien. Donc j'ai pris de la première colonne. Hein. Le 10, j'ai fait 9 plus 1. Il provient de la colonne A. J'ai fait 9 plus 1. Alors en faisant 9 plus 1, ben, 1 est congruent à... J'ai fait 1 plus 9, ça fait 10. 1 est congruent à 17 et 9 est congruent par exemple à 25. J'ai fait 17 plus 25, voilà, j'ai trouvé 42. Et maintenant on va retomber sur une autre colonne, qui est la colonne B. Voilà, on retrouve le 10 qui va être congruent à... Bon, là j'aurai 26 plus 8, 34. Voilà, vous voyez qu'il sera dans cette colonne-là. Bon, et ça c'est pour la somme. Bon, et c'est vrai aussi pour la multiplication. Il y a une propriété, voilà, pour la multiplication, c'est aussi vrai. Si vous faites A1 fois A2, ben, ça sera congruent AB1 fois B2 modulo n.
Et on en déduit facilement d'autres, comme si A est congruent à B modulo n, alors A fois C est congruent à B fois C modulo n, pour tout entier C. Et au niveau des exposants, AQ est congruent à BQ n pour tout entier Q plus grand ou égal à 0. On peut parler d'une certaine compatibilité avec les opérations d'addition, de multiplication des entiers, c'est-à-dire de compatibilité avec la structure d'anneau Z plus fois. Z plus fois. Alors, ces quelques propriétés vont nous permettre de définir le domaine de l'arithmétique modulaire, les ensembles quotients ZNZ. Voilà, donc c'est les ensembles quotients ZNZ, l'anneau résiduel ZNZ. Alors, ici, ne confondez pas avec le tableau que j'ai ici. Hein, ici, j'ai créé un tableau, voilà, un tableau rectangulaire, mais ne confondez pas le tableau que vous allez voir maintenant, voilà, pour les anneaux résiduels. Alors ici, c'est tout simplement pour définir des opérations et bien sûr des propriétés d'ensemble, parce qu'on a affaire à des ensembles ici. Alors ici, je prends 0, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont les restes voilà, de la division par 6. C'est l'ensemble quotient ZZ6. Alors si vous faites l'addition, vous ne pouvez faire que, vous pouvez faire le 0, par exemple ici, il peut additionner 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 2, ça fait 2. 0 plus 3, ça fait 3. 0 plus 4, ça fait 4. Et 0 plus 5, ça fait 5. Et je ne peux pas aller au-delà parce que l'ensemble des restes de la division par 6 ne peut donner que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux faire que des opérations de 0 avec 0, 0 avec 1, 0 avec 2, 0 avec 3, 0 avec 4, 0 avec 5, 1 avec 0, 1 avec 1, 1 avec 2, 1 avec 3, 1 avec 4, 1 avec 5, 2 avec 0, 2 avec 1, 2 avec 2, avec 3, avec 4, avec 5, 3 avec 0, avec 1, avec 2, avec 3, avec 4, 5, avec 4 avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 avec 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble est limité, c'est normal, limité parce que vous avez une limitation de restes. Je rappelle que les restes, pour la division par 6, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le reste de la division par 8, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La reste de la division par 10, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, et ainsi de suite. Donc, les valeurs que vous avez traitées dans l'ensemble, elles ne sont pas infinies. Hein. C'est que vous n'avez que les restes, vous ne manipulez que les restes. C'est pour ça bon, que vous êtes limité ici dans cet ensemble. Mais vous êtes limité, mais ça suit les structures algébriques, mathématiques courantes. Vous voyez que ici, le 0, il est neutre. Hein. 0, il est neutre. Pour l'addition, vous voyez, regardez le 0. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 0. Enfin, ça fait 1. 0 plus 2, ça fait rien du tout. Ça reste toujours 2. 0 plus 3, ça fait 3. 0 plus 4, ça fait 4. Et ainsi de suite. 0 plus 5, ça fait 5. Voilà. Et bon, idem, si je fais 0 plus 1, 0 plus 2, voilà, si je fais 0 plus 1, ça fait 1, 0 plus 2, ça fait 2, 0 plus 3, ça fait 3, 0 plus 4, ça fait 4, 0 plus 5, ça fait 5. Voilà. En plus de ça, le tableau, il est, si vous voulez, symétrique. Hein. Ça dénote d'une symétrie que A plus B est égal à B plus A. Hein. Voilà, A plus B est égal à B plus A. Donc vous avez la commutativité ici. Et alors on a ici voilà, le neutre qui est 0 pour l'addition. On a la commutativité de l'addition. Si vous faites 2 plus 1, ben, ça fait 3. Mais si vous faites 2 plus 1, ça fait 3. Donc le 3, il va se représenter là. Tout comme le 4 va se présenter ici. Tout comme le 5 va se présenter ici et là. Donc on a une symétrie du tableau du fait qu'on a la commutativité. Alors 0 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Voilà, et ainsi de suite. Donc on a la symétrie. On a une symétrie du tableau parce qu'on a une commutativité. On a voilà, le neutre, la commutativité, on peut faire l'associativité, et voilà. Et là, on peut avoir, je veux dire, ce qu'on appelle un anneau. Alors maintenant, vous avez, enfin, je veux dire un groupe, je m'excuse, un groupe. On peut avoir un groupe. Un groupe. Donc, on a un groupe, donc l'addition va former l'ensemble uni de la loi additive, va fournir. L'ensemble, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il n'y a pas plus. Hein. Voilà, c'est une opération qui a toujours lieu. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, je n'aimais pas le calendrier, parce que l'opération doit toujours avoir lieu. Tout d'abord, dans un calendrier, la seule chose qu'on peut faire, c'est chercher lequel jour on est à une date précise. On ne fera pas de calcul comme ici, d'addition, soustraction, voilà, de multiplication. On ne fera pas tout ça dans les calendriers. Donc, que le calendrier soit incomplet, au départ, on s'en fout. Mais ici,
tout est complet. Pourquoi? Parce que on a une loi de composition interne est partout définie. Elle est partout définie, quelles que soient les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, on sait toujours trouver une valeur. Et elle est unique. Parce que c'est on a une loi de composition interne et partout définie qui définit une application, c'est-à-dire que vous avez qu'un seul résultat, un seul résultat possible, et le résultat existe. Et un seul résultat, il est possible. Donc, quelle que soit l'addition que vous allez faire, ben, ce sera possible et on aura toujours un résultat, il sera unique. Donc, on aura ici, si vous voulez, un groupe commutatif pour la loi additive, et la multiplication, c'est pareil. Hein. Si vous faites 0 fois 0, et là, le 0, on voit bien que le 0, il est, voilà, il est absorbant. Le 0, il est absorbant pour la loi multiplicative, et que le 1, il est neutre pour la loi multiplicative. Voilà. Donc, il existe un neutre pour l'addition, il existe un neutre pour la multiplication. Voilà, il existe un symétrique. Hein. Il existe un symétrique, on s'est trouvé des symétriques là-dessus. Voilà, qui serait voilà, l'opposé. L'opposé pour le symétrique serait l'opposé pour l'addition. Quoiqu'ici, Z, oui, on est bien dans Z. Hein. Oui, et là, on a la multiplication, donc, oui, il n'y a pas de problème. Donc, tout ça, comme on a un groupe, à mon avis, comme on a un groupe commutatif, on a l'addition est commutative, on a l'associativité, on a, voilà, tout ça, on va avoir ce qu'on appelle, bon, un anneau. Ici, on aura un anneau. Voilà, vous voyez qu'on a bien l'opposé ici. Hein. A plus moins A égale 0, on a bien l'opposé. Donc, on a bien un symétrique pour l'addition, et il y aurait un symétrique pour la multiplication. Et donc, on aura, en assemblant le tout, on aura un anneau. Un anneau, voilà. Alors, si maintenant vous savez qu'on a un anneau, alors on sait faire des puissances. On sait faire des puissances. Voilà, ici, vous en faites des puissances de ZZ7. Voilà, les puissances dans ZZ7. Là, les puissances successives dans Z15Z. Voilà, et ainsi de suite. On a toute une mathématique, hein, bon, avec des puissances, des additions, des soustractions et tout ce que vous voulez. Mais maintenant, donc vous savez maintenant que c'était un, comment est-ce qu'on appelle ça, une congruence succès, ça cache quelque part, voilà, une mathématique, une arithmétique qui est derrière tout ça, avec des ensembles et bien sûr des lois qui impliquent soit, voilà, des anneaux ou autres. Alors maintenant, il y a différents types de congruence. La congruence dans un anneau commutatif, là, on définit un ensemble quotient R sur I. Voilà, un anneau quotient R sur I. Alors, ça, c'est une congruence de modulo I. On a un ensemble quotient R sur I. Ici, on a pris un anneau commutatif, congruence modulo I, dans un anneau commutatif, R plus fois. C'est un champ. Ici, c'est un anneau commutatif sur le champ R plus fois. Maintenant, on peut définir la congruence modulo H dans un groupe. Voilà. Voilà. Alors, on peut définir la congruence modulo H dans un groupe. Alors, on peut définir la congruence modulo I dans un champ. Congruence modulo H dans un groupe. Et la congruence dans un semi-groupe. Un demi-groupe, si vous voulez. Voilà. Donc, la congruence peut être définie suivant, voilà, suivant la structure. La définition de la congruence est définie suivant la structure. Et là, vous avez les définitions. Donc, par exemple, si c'est dans un anneau commutatif, si c'est dans un champ dont bon, I est l'idéal, X est congru à Y modulo I, je ne sais pas si c'est I ou L, hein, peu importe, je ne vois pas ce que c'est. Cette congruence est une relation d'équivalence compatible avec les opérations plus et fois et permet de définir un anneau quotient R sur I. Je ne sais pas si c'est R sur I ou R sur L. Voilà, bon, bah, je peux dire que c'est L, hein, ou I. Je considère que c'est I. C'est un anneau quotient R sur L. Donc ici, pour la congruence modulo I dans un anneau commutatif R plus fois, c'est-à-dire un champ, dans le champ des réels,
muni de la loi plus et de la loi fois, eh bien, ça permet de définir un anneau quotient R sur I. Voilà, ça c'est si on est en congruence modulo I. Si vous êtes en congruence modulo H, voilà, là on travaille dans un groupe, quand H est un sous-groupe de G, un sous-ensemble de G bien sûr, H est un sous-ensemble de G, X est congru à Y modulo H si et seulement si X star exposant -1 appartient à H. Cette relation est une relation d'équivalence permettant de construire un ensemble quotient qui, si H est un sous-groupe distingué, eh bien, on aura la congruence qui sera un groupe quotient. Donc ça dépend. Si vous faites la congruence modulo I, dans un anneau commutatif, ben on aura un quotient, un anneau quotient. Un anneau quotient. Si vous faites la congruence modulo H dans un groupe, ben vous aurez un groupe quotient. Voilà, un groupe quotient. Maintenant, si vous faites la concurrence dans un demi-groupe, là, G star, G, c'était le demi-groupe, c'est G menu de la loi star. Pour toute relation d'équivalence compatible avec la loi star, cette définition est plus large que la précédente, mais on ne parle alors plus de congruence modulo. Voilà, bon, ça c'est encore un peu spécial. Alors, toujours en algèbre, deux matrices carrées sont dites congruentes si elles représentent la même forme bilinéaire dans deux bases différentes. En géométrie riemannienne, congruence est l'ensemble des courbes intégrales associées à un champ de vecteurs. Voilà. Et on trouve parfois, sous l'influence de l'anglais, le terme de congruent mis à la place de isométrique. Il s'agit alors d'une simple relation d'équivalence sur l'ensemble des figures planes. Mais ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un faux français. On va dire que c'est un faux français. Je vous remercie.